Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire « Produits de traitement, que retrouve-t-on dans les ruches ?» Alors, je suis Philippe Lanuzel, un conseiller agronomie à la Chambre d'agriculture de Bretagne. J'ouvre ce webinaire dans lequel j'interviendrai en binôme avec Tiffaine Daudin, animatrice de l'ADA Bretagne. C'est un webinaire organisé par la Chambre d'agriculture de Bretagne et l'ADA Bretagne dans le cadre du projet Survapi, financé par Ecophyto. Alors, dans ce webinaire, produit de traitement que retrouve-t-on dans les ruches, c'est le 4e de notre série, et le dernier d'ailleurs. Il est enregistré, comme les autres, pour vous proposer une version disponible en replay qu'on mettra à votre disposition à la fin de la série des 4, donc dans une semaine ou deux. Ce webinaire commencera par la présentation par Tiffaine des résultats concernant les produits de traitement retrouvés dans les ruches, dans le cadre de l'étude Survapi. On fera un petit point également sur, par mois, sur l'origine de ces substances actives, d'où elles viennent. On verra dans un troisième temps comment il est possible d'adapter des pratiques agricoles qu'on aura liées à ces produits phytosanitaires. À l'issue de la présentation, comme les fois précédentes, il y aura un échange, un temps questions-réponses de 15 minutes environ. On va pouvoir tout de suite démarrer avec la présentation des résultats, pas des premiers résultats, mais des résultats de l'étude Survapi. Donc, je vais laisser la parole à Tiffaine qui va commenter différentes diapositives. Oui, bonjour à tous. Donc, Tiffaine Daudin, animatrice à l'ADA Bretagne. On va attaquer tout de suite avec les résultats des analyses. Juste un petit rappel sur notre protocole de suivi. Donc, on a fait des suivis de 10 ruches en 2019 et en 2020, à chaque fois de fin mars à fin mai, pour les analyses en tout cas. Dans le contexte à Cargué-Hennec, donc dans le Morbihan, en zone de céréales, maïs, colza, prairies principalement, et avec des surfaces de forêt autour. Voilà, un rappel très rapide. Concernant les suivis qu'on a effectués, en fait, on a prélevé des abeilles butineuses lors de visites hebdomadaires, du pollen que les abeilles rapportaient à la ruche. Et on a envoyé ces prélèvements en laboratoire pour réaliser des analyses multirésidus sur les produits phytosanitaires. On a également prélevé de la cire d'abeille, de la cire qui était présente dans les ruches, pour, pareil, effectuer des analyses multirésidus. Donc, c'est ces résultats-là qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, on va regarder année par année, en fait, ce qu'on a retrouvé et matrice par matrice. Donc, en 2019, on avait 31 échantillons d'abeilles analysés. On en a 35% qui sont contaminés, en fait, dans lesquels on détecte des substances phyto. On détecte un insecticide, dans un des échantillons, on a un insecticide et on détecte 2 fongicides dans l'ensemble des échantillons. Si on regarde un peu plus en détail là, sur ce qu'on retrouve dans les abeilles, du coup, on a du flonicamide, c'est l'insecticide qui est retrouvé. On le détecte dans un seul échantillon d'abeilles, mais il n'est pas quantifié. NQ, ça veut dire non quantifié. Et puis, on détecte 2 fongicides, du fluopyram et du prothioconazole. Le fluopyram, on le détecte en fait dans un tiers des échantillons et il est quantifié quasiment dans tous les échantillons en moyenne à 0,02 parties par million, donc en microgrammes par gramme. Et le prothioconazole, on le détecte un petit peu moins fréquemment que le fluopyram, seulement entre guillemets dans 10% des échantillons, et il n'est quantifié qu'une seule fois, lui. Pour ce qui est des substances qu'on retrouve dans le pollen, là on avait 25 échantillons, on a une proportion plus importante que les échantillons d'abeilles qui sont contaminés. On a 68% des échantillons de pollen qui sont contaminés, avec une substance insecticide, c'est le piperonil butoxide, retrouvé dans un échantillon et quantifié. On retrouve les 2 mêmes fongicides, fluopyram et prothioconazole, et on retrouve également un herbicide qui est détecté une seule fois et qui n'est pas quantifié.
Voilà pour ces premiers résultats en 2019. Pour ce qui est de 2020, on est globalement sur les mêmes proportions d'échantillons contaminés que ce soit pour les abeilles, 32%, et le pollen, 64%. En revanche, ce qu'on constate par rapport à 2019, là en 2020, c'est que dans les abeilles, on retrouve uniquement des fongicides, mais on retrouve 4 molécules différentes. Toujours notre fluopyram dans quasiment un tiers des échantillons, quantifiés seulement 2 fois. On retrouve également du boscalide, détecté 16%, dans 16% des échantillons, mais non quantifiés, du cyprodinil dans un échantillon et du triticonazole dans un échantillon également. Dans le pollen, cette fois-ci, sur nos 25 échantillons, donc pareil, 2 tiers quand même des échantillons contaminés, on retrouve 3 fongicides, donc les 3 molécules en vert, toujours notre duo fluopyram-prothioconazole, du boscalide également. On retrouve également 4 herbicides détectés dans 16% des échantillons pour le cléthodim sulfoxyde, dans 2 échantillons pour le métolachlore et le prosulfocarbe, et seulement une fois pour le ou la pendiméthaline. Et on retrouve également un hématicide qui est le thionazine. Si on regarde un peu plus précisément les concentrations, peut-être qu'avec un graphique, c'est un petit peu plus parlant. Donc, vous avez là uniquement les échantillons d'abeilles en 2019 ici sur la gauche et en 2020 sur la droite. Donc, on voit que sur les abeilles, on a bien notre fluopyram en moyenne retrouvé à une concentration de 0,02 parties par million. Du prothioconazole à 0,01, mais en fait, il est non quantifié, et du flonicamide non quantifié également. Oui, et je reprécise, je vois qu'on a une petite question dans les questions-réponses. Non quantifié, enfin NQ, c'est non quantifié, ça veut dire qu'en fait, les molécules, elles sont détectées, mais à des concentrations inférieures à 0,01. Et du coup, le laboratoire Primoris qui a fait les analyses n'est pas capable de quantifier en dessous, en fait, entre 0 et 0,01. La mesure n'est pas suffisamment fiable pour nous donner une quantification de ces molécules. Voilà, et puis donc, du coup, en 2020, sur les abeilles, on retrouve le fluopyram à 0,016 parties par million et les autres molécules qui ne sont pas quantifiées. Pour ce qui est des concentrations moyennes en phyto dans les pollens, alors on n'est pas sur la même échelle, hein. Là, on est sur... si on est sur la même échelle, pardon, on trouve donc du fluopyram et du prothioconazole en 2019 à des quantités qu'on est capable de quantifier. La pendiméthaline, donc non quantifiée, et le piperonil butoxide, là, notre synergiste. Et puis, on voit bien qu'en 2020, on retrouve une diversité de molécules plus importante et à des concentrations plus importantes également, notamment là, le fluopyram, qui est à 0,08 en moyenne dans les échantillons de pollen par rapport à l'année précédente où il était en concentration plus faible. Voilà pour ces concentrations dans les abeilles et dans le pollen. On va regarder maintenant ce qu'il y avait dans les cires. Donc, on a fait des prélèvements sur la cire les 2 années également. Et en fait, on a analysé de la cire qu'on introduisait au tout début de l'expérience dans chacune des ruches suivies pour avoir en fait un état de la pollution à T0 au début de l'expérience dans la cire. Et en fait, on constate en 2019 que la cire qu'on a introduite, donc, qui est censée être assez pure, elle est quand même déjà contaminée par 2 produits. Du X2-phénylphénol, mais qui n'est pas quantifié, et puis du tofilfluvalinate, qu'on retrouve à une concentration de 0,02 parties par million. En fin d'expé, en 2019, on retrouve notre tofluvalinate dans 4 des 5 colonies sur lesquelles on a fait les suivis. On ne retrouve plus de traces du X2-phénylphénol. Et par contre, on trouve du fluopyram dans 2 des 5 colonies suivies, alors qu'il n'était pas présent en début d'expé. Donc, on voit qu'il y a un transfert en fait, du fluopyram
qu'il y a une contamination de la cire au cours de l'expérience par cette molécule. Et en 2020, la cire qu'on a introduite à T0 était également déjà polluée par du tofluvalinate. Et en fin d'expé, on retrouve l'ensemble de ces molécules, donc avec des molécules qu'on a détectées aussi dans le pollen et les abeilles, fluopyram, prothioconazole notamment. Et on voit que le tofluvalinate, il est plus concentré en fin d'expérimentation qu'au début. En fin d'expérimentation, on est à un peu plus de 0,4 parties par million, alors qu'on était à 0,1 en début d'expé. En fait, ça pose aussi la question des échantillons qu'on prend pour faire nos analyses de cire. Et ça évoque le fait que les contaminants, les molécules phyto présentes dans la cire, elles ne sont pas forcément présentes de manière homogène dans la totalité de la cire. Peut-être que certaines parties du cadre sur lequel se trouve la cire sont plus polluées que d'autres, quoi. Donc, il y a clairement un biais d'échantillonnage là dans nos résultats. Donc voilà pour les résultats qu'on retrouve dans les cires. Et puis pour finir sur cette partie vraiment brute de présentation des produits phyto qu'on retrouve, on voulait juste comparer en fait vraiment à titre indicatif, c'est plus pour des ordres de grandeur, les concentrations qu'on a retrouvées en différentes molécules qui sont plutôt de l'ordre de 0,01 ou 0,1 au pire. Avec les doses létales 50 pour les abeilles. Donc, en fait, la dose létale 50, c'est la dose à laquelle 50% des abeilles, une fois exposées, meurent. Donc, il y a différentes modalités d'être exposées. Ça peut être soit par contact, donc la molécule présente au contact de la cuticule de l'abeille, en fait, ça peut causer la mort, ou la dose, ça peut être une contamination par voie orale. Donc là, c'est une ingestion, en fait, de la molécule par l'abeille. Pour le tofluvalinate, par exemple, la dose létale 50, là, par contact, elle est à 12 microgrammes par abeille et à 12,6 microgrammes par abeille pour la dose létale orale. Donc, on voit quand même qu'on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur entre les concentrations qu'on retrouve, nous, dans les matrices apicoles et les doses létales pour les abeilles. Donc c'est plutôt rassurant. On n'a en plus pas observé de mortalité anormale pendant le suivi des colonies, malgré les produits phyto qu'on retrouvait. Par contre, on mesure en fait assez mal les effets d'une exposition de très faibles doses de plusieurs molécules, en fait, de ces cocktails de molécules-là. Et il y a notamment un essai qui a montré qu'il pouvait y avoir des effets sur les performances des butineuses pour la collecte de pollen lorsqu'elles étaient exposées à des cocktails de molécules à très faible dose. Et donc, s'il y a affaiblissement des performances des butineuses, ça va au final affaiblir la colonie. Voilà du coup pour ces premiers résultats. Je vais maintenant passer la parole à Philippe pour qu'on voit un petit peu avec lui d'où est-ce que peuvent provenir les substances actives qu'on a retrouvées. Voilà, donc je reprends la parole effectivement pour apporter un éclairage sur l'origine de ces substances actives retrouvées donc, dans les différentes matrices. Alors, sur ce tableau, j'ai répertorié en fait les différentes molécules qui sont retrouvées dans les trois matrices, pollen, cire, abeille, en gardant le code couleur donc, pour savoir leur origine. Donc, on voit ici pour les molécules en vert donc, qui sont des fongicides, qu'on peut assez facilement faire le lien avec des pratiques agricoles courantes sur les cultures. Donc, l'azoxystrobine, qui a été détecté une fois, donc, est un fongicide utilisé aussi bien sur céréales, sur oléagineux, protéagineux. Donc, un produit commercial qui peut être cité, c'est par exemple l'Amistar, ce n'est pas le seul. Le boscalide est également un fongicide donc, utilisé couramment sur le colza, sur un haricot, sur du lin éventuellement aussi. Donc voilà, le cyprodinil est également un fongicide, même s'il n'est pas forcément quantifié dans les échantillons, on doit retrouver des traces. C'est un fongicide utilisé sur céréales, pois, haricots, légumes. Enfin, ça peut
avec des usages assez variés. Avec des noms commerciaux, vous avez également donc le switch ou le kayak sur céréales. Le fudioxonil, qui est cité une fois également, même s'il n'est pas quantifié, est un traitement fongicide qu'on retrouve essentiellement en traitement de semences, mais aussi dans le switch cité précédemment, associé à du ciprodimil, donc qui est utilisé sur culture de légumes. Le fluopyrame, donc, qui est la molécule la plus retrouvée en termes de concentration, utilisée régulièrement pour lutter contre la maladie du colza et des céréales, donc par exemple avec du propulse dans le colza et du cardix dans les céréales. Alors sur l'expé sur Vapi, on peut faire le lien directement avec une pratique qui a été faite sur les parcelles de la station expérimentale où était le rucher. Le traitement fongicide, c'est un équivalent du propulse en 2019. Et en 2020, il y a eu utilisation effectivement de Boscali, qu'on retrouve également. Donc le lien est assez direct sur les contaminations pollen et abeilles. Le prothioconazole, pour finir sur les fongicides, est associé au fluopyrame dans le produit Propulse, donc c'est logique qu'on le retrouve également. Et enfin, il y a du triticonazole qui a été aussi retrouvé. Ce triticonazole, c'est un fongicide qui est utilisé essentiellement sur semences de céréales ou maïs, donc avec des traitements de semences que vous avez Quinto TS, Premix 25 ETS ou Alios par exemple. Ce n'est pas des listes exhaustives, mais voilà. Ce n'est pas forcément surprenant de retrouver ces produits-là, parce qu'ils sont effectivement utilisés dans le rayon d'1,5 km ou 3 km autour du rucher. Sur les autres molécules, qu'est-ce qu'on peut redire? Donc, les herbicides qui sont retrouvés, c'est souvent sous forme de traces, clétodine, pendiméthaline, prosulfocarbe et métolachlore. C'est des produits qui sont des substances actives qui sont effectivement utilisées sur soit céréales ou sur maïs. Alors, il faut savoir qu'on a démarré les suivis sur Vapi fin mars. Donc, il peut y avoir effectivement des traitements des herbages céréales qui sont encore présents dans les premières mesures. La clétodine, par exemple, on peut l'utiliser aussi sur colza, sur protéagineux, sur betterave. On en avait un petit peu dans le secteur. C'est des produits, par exemple, comme Vesuvmax, qui peuvent être utilisés. La pendiméthaline est utilisable sur céréales, maïs et protéagineux. De nombreux produits utilisables et utilisés dans le secteur. Prol 400, Codix. Le prosulfocarbe, désherbant céréales, utilisé plutôt à l'automne. Le produit le plus connu est peut-être le Défi, qui est aussi assez utilisé parce qu'il présente des modes d'action intéressants contre certaines adventices qui présentent des résistances par ailleurs. Donc, voilà. Et le métolachlore utilisé sur culture de printemps, donc maïs, haricots, pois, soja éventuellement aussi, contenu dans des produits comme Camix, Mercantor Gold, est fréquemment utilisé sur les cultures qui étaient autour du rucher. Enfin, les insecticides qui potentiellement sont les plus nuisibles pour les abeilles. Donc, on a retrouvé quelques-uns. Du phlonicamide qui a été cité, donc, là on peut faire un lien direct avec une pratique agricole de lutte contre différents ravageurs sur céréales, oléagineux, protéagineux, avec par exemple l'utilisation de TPK. Voilà. Le piperonil butoxide, c'est plutôt un synergiste qu'un insecticide, mais c'est associé à une molécule insecticide pour augmenter son efficacité. C'est plutôt utilisé pour des céréales stockées. Donc là, c'est plus surprenant de retrouver des traces. Après, voilà, on ne sait pas où les abeilles ont forcément été. Et puis, sur le tofluvalinate, donc c'est un insecticide utilisé en culture également, sur céréales, oléagineux, protéagineux, avec par exemple le Maverick Smart, qui peut être utilisé sur colza, entre autres, qui peut également être utilisé pour lutter contre le varroa. Donc là, l'origine de la contamination peut être diverse.
Et enfin, il y a deux molécules plus surprenantes qu'on retrouve dans les cires, donc le coumaphos, qui est un acaricide, qui n'est plus utilisé en France, et la thionazine, un nématicide, qui n'est pas non plus utilisé en France. Donc, c'est surprenant d'en trouver alors, vraiment des traces, c'est vraiment infime, mais bon, voilà, des molécules qui persistent peut-être dans les cires. Donc, voilà, sur l'origine des différentes molécules. Alors, à quoi elles servent? Faut le savoir, peut-être pour les non-agriculteurs, hein, beaucoup de bioagresseurs sur les cultures. Vous avez ici des illustrations de ce que ça peut faire hein, si on ne prête pas garde. Donc, sur céréales, vous avez du piétin, par exemple, du piétin verse, qui peut faire verser une bonne partie de la parcelle, des maladies comme la rouille jaune. Ici, vous voyez la rouille jaune. La fusariose sur les épis. Le sclérotinia est également représenté ici sur colza, donc la maladie qu'on cherche effectivement à éviter à tout prix, puisque ça peut provoquer des grosses pertes de rendement. Ensuite, j'ai illustré les divers ravageurs hein, qui arrivent sur les cultures, donc des pucerons sur toutes les cultures quasiment, alors les différentes espèces de pucerons. Ici, j'ai remis les méligètes. Bon, on a vu avec le témoignage de l'agriculteur, donc Bruno Dottefeuille, que ce n'est pas forcément un ravageur durable, on va dire, hein, puisqu'il y a un ravageur que sur les boutons quand ils ne sont pas ouverts. Et enfin, bon, j'ai illustré ici quelques parcelles avec des adventices qui posent problème sur le rendement et parfois aussi la qualité des récoltes. Donc, c'est pour ça que les produits phytosanitaires sont utilisés. Donc ici, je reprends une diapositive qui a été présentée hein, dans le cadre du travail réalisé par les groupes d'agriculteurs engagés dans Ecophyto, défi Ecophyto, pour expliquer rapidement que voilà, les produits phytosanitaires sont utilisés dans un cadre bien précis, avec un usage et une autorisation de mise sur le marché bien encadrée, que c'est pour lutter contre des mauvaises herbes, des insectes ou des maladies, et que voilà, l'usage qu'on en fait, hein, c'est un peu comme si on fait un parallèle avec les médicaments, c'est pas n'importe comment. Donc on respecte les doses et on respecte aussi la nécessité d'intervenir. Donc si la plante n'est pas malade, il n'y a pas de ravageur, évidemment, on ne va pas faire un traitement pour le plaisir. Donc, pour ça, il y a un diagnostic de parcelle qui est réalisé, enfin un diagnostic sur la parcelle, et si on atteint le seuil à partir duquel il est économiquement intéressant, nécessaire d'intervenir pour protéger la culture, on déclenche l'intervention. Sans protection, donc, ça peut être voilà, catastrophique hein, pour le rendement, avec des baisses de 30 à 50%, peut-être voire plus selon l'intensité des problèmes. La qualité des récoltes peut aussi être impactée, donc, ce qui peut poser des problèmes dans les filières ensuite d'alimentation des animaux ou même en alimentation humaine. Donc, il faut faire attention. Et puis, bien entendu, c'est le revenu de l'agriculteur qui est directement impacté. Donc, on va essayer de voir maintenant comment on peut utiliser différentes techniques pour faire baisser en fait l'utilisation de ces produits phyto ou remettre les produits phyto au centre, enfin pas au centre, mais à leur place, au milieu d'un tas d'autres leviers qui peuvent être utilisés. C'est ce qui est illustré sur cette diapositive, hein, également issu du travail des groupes Ecophyto. Donc, pour protéger les cultures, les différents ravageurs adventices et maladies qu'on a vus, il faut anticiper et prévoir de faire bouger son système de culture. Donc, ce n'est pas forcément un levier chimique ne va pas forcément être remplacé par un levier agronomique sans rien changer à côté. C'est plus complexe que ça. Donc, ça veut dire qu'il faut repenser parfois son système. Donc, le premier levier, on dit, oui, c'est faire des rotations de culture, ne pas toujours faire que des alternances blé, maïs, par exemple.
quand c'est possible. Couvrir le sol en interculture pour gérer les adventices, éviter le salissement, obtenir aussi une meilleure structure de sol. Le travail du sol est aussi un levier, le travail ou le non-travail du sol, qui va avoir un impact, mais si on l'associe à des leviers couverts végétaux, on peut obtenir des résultats intéressants. C'est ce qui est fait dans le cadre de l'agriculture de conservation. Mais ça nécessite effectivement de revoir sa façon de faire. La gestion des résidus de récolte pour éviter les pullulations, par exemple pour le ravageur chiral, en broyant les cannes de maïs et en les enfouissant dans les premiers centimètres du sol, on arrive à détruire l'inoculum pour l'année suivante. Donc c'est intéressant et c'est une lutte qui doit être réalisée sur tout un territoire. Ensuite, on a aussi évoqué déjà ces leviers-là lors du témoignage de l'agriculteur, c'est choisir des cultures moins sensibles, des variétés résistantes, associer des cultures, comme le faisait donc, Bruno Godefeuille, colza, trève d'Alexandrie, colza sarrasin aussi, on peut le faire, et favoriser les auxiliaires de culture qui vont gérer les ravageurs, en particulier les pucerons. Et en dernier recours, en méthode curative, on a soit le traitement chimique selon les adventices ou le problème à régler si on n'a pas réussi à le régler avant, en gérant la dose, en gérant le matériel, matériel contrôlé et performant pour éviter le phénomène d'arrosoir, par exemple. Donc ça, les pulvérisateurs sont tous contrôlés. Et puis, désherbage mécanique qui peut aussi, par exemple, être utilisé pour lutter contre les adventices, en particulier les dicots jeunes pour la RC-trie. Mais les vivaces peuvent aussi être gérés avec du binage. Donc tout ça, ça s'intègre dans les systèmes. Alors, tout le monde ne fait pas forcément tout ça. Il y a des leviers qui sont plus faciles que d'autres à mettre en œuvre. Ici, j'ai voulu simplement illustrer le phénomène de la JNO, la jaunisse anisante de l'orge, avec des traitements réalisés à l'automne contre le puceron transmetteur de cette jaunisse. C'était des traitements de semences, en fait, qu'il y avait avant, qui sont interdits aujourd'hui. Et donc, on pouvait réaliser des traitements phyto à l'automne, alors qu'aujourd'hui, on a quelques variétés d'orge qui sont tolérantes à la JNO. Et donc, on peut réduire l'utilisation des phytos par ce biais-là. Le choix de variétés de blé également, résistant aux maladies, quelque chose qui est fait assez maintenant de façon assez courante, quasi systématique même, on va dire. Les cultures associées, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous avez la photo ici du colza avec du trèfle d'Alexandrie. J'ai cité tout à l'heure le sarrasin, qui peut être aussi une bonne plante de campagne pour le début de cycle, qui est détruite par le gel assez facilement. Ensuite, je redis les leviers les plus fréquemment mis en œuvre, le désherbage mécanique avec ici une illustration d'une roto-étrieuse qui peut être utilisée sur diverses cultures en respectant les seuils d'intervention, donc les stades de la culture et puis stade d'adventice. Et vous bénéficiez aussi d'une fenêtre météo favorable. Donc, je passe vite. C'est des leviers qui sont assez facilement utilisés. Et je voulais aussi faire un petit zoom sur une technique qui est moins utilisée, peut-être même pas du tout utilisée, qui a été testée en Allemagne un petit peu dans le cadre, le même cadre que sur VAPI, c'est-à-dire comment on peut protéger les abeilles ou en tous les cas éviter de les exposer directement à une pulvérisation. En faisant le traitement fongicide à la chute des premiers pétales sur colza. La société Lechler a participé à une étude, a équipé donc un pulvérisateur ici de pandillard, au bout desquels deux buses sont fixées et permettent de pulvériser le produit sur plutôt les tiges et les feuilles et non pas sur les pétales. Ce qui fait que, en principe, la maladie est gérée, donc le sclérotinia, et les pollinisateurs, ou tout insecte, pas forcément que les abeilles, sont protégés.
Donc, des mesures ont été faites sur le couvert de pétales. Donc, la présence de fongicides dans le pollen, on montre effectivement qu'avec un pulvérisateur classique, il y a un pic d'exposition. Ici, c'était de l'azoxystrobine. Donc, le pollen est fortement contaminé. Donc, si les abeilles le collectent, elles vont elles aussi être contaminées et ramener ça à la ruche. Alors qu'avec ici le droplegs, les pendillards, cette contamination, évidemment, n'a pas lieu. Donc là, c'est quand même plutôt intéressant du point de vue pollinisateur, donc très bien pour les apiculteurs. Et si on regarde au niveau rendement, donc le témoin fait 30 quintaux, témoin non traité, et puis ici on a un système traitement classique qui fait 37 quintaux, et le système avec des pendillards arrive à 36 quintaux. Donc on peut dire que le rendement est quand même préservé, ce qui fait que l'objectif de l'agriculteur est également atteint. Donc c'est une technique qui illustre ce qui pourrait être fait en modifiant les équipements pour satisfaire les deux professions. Voilà, et enfin, pour élargir un petit peu l'horizon et dire que les changements sont en route depuis déjà un certain nombre d'années avec le dispositif Défi Ecophyto. Il y a des témoignages qui sont disponibles en vidéo sur Internet et qui illustrent en fait le fait que pour chaque agriculteur, l'objectif peut être différent, le contexte est différent, sa trajectoire pour atteindre l'objectif ne va pas être la même non plus, donc il n'y a pas de recette toute faite. L'objectif, le principe ici, c'est que chacun des deux témoins ici a atteint son objectif de réduction des phytos. Et c'est comme ça qu'ils avancent en se fixant des objectifs atteignables et en modifiant petit à petit leur système. Voilà, donc c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc voilà, j'en termine sur cette présentation. On va passer à la phase questions-réponses. En effet, donc du coup, on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en bas de votre écran, là, via le petit onglet questions-réponses. Il y a quelqu'un qui a levé la main, mais a priori, on ne peut pas trop vous permettre de parler. Si vous pouvez plutôt poser votre question via l'onglet questions-réponses, on y répondra avec plaisir. Pour commencer, on avait 3 petites questions plutôt sur le protocole d'expé. Alors du coup, je reviens sur cette diapositive. Donc, sur ce qui a été prélevé comme cire, en fait, c'était en début d'expé de la cire d'opercule qu'on avait acheté dans le commerce auprès d'un cirier. Donc qui vraiment, a priori, n'était pas ou très faiblement contaminé. Et on s'aperçoit qu'on a quand même des traces de contamination dedans. Et en fin d'expé, c'était de la cire de corps, donc dans le corps de la ruche, qui est a priori la cire la plus contaminée qu'on retrouve dans la ruche. Une autre question sur ce protocole XP, sur la dynamique des colonies. Alors, on vous a parmi les prises de poids et les suivis qu'on a pu faire, là, les suivis Coleval notamment, qui nous permettaient d'observer les colonies. Ce suivi, il a bien été fait. On vous l'a permis pour ne pas encombrer la présentation, mais globalement, en fait, on a vraiment observé qu'à la fois dans la dynamique de développement des colonies, dans les réserves alimentaires qu'elles pouvaient rapporter à la ruche, aussi bien en termes de miel que de pollen, et puis de poids des colonies, ça suivait vraiment un développement classique de colonies sur la période. C'est pour ça qu'on se disait qu'au travers de notre étude, là, on ne voyait pas d'impact des produits phyto retrouvés sur le développement des colonies, quoi. On est sur quelque chose de très classique pour la Bretagne à ce moment-là. Et puis, une dernière petite précision, on nous demandait si les abeilles avaient été traitées, si les colonies avaient été traitées contre le varroa. Donc oui, elles avaient été traitées selon un protocole très classique aussi, avec de l'apivar a priori en fin d'été à chaque fois. Donc, ce n'est pas visible au moment de notre expé là. A priori, en effet, l'apivar, donc c'est de l'amitrase, la molécule, on ne la retrouve pas dans la cire et on ne les retrouve pas non plus ni sur les butineuses ni dans le pollen. Voilà. Une autre question qui concerne plutôt la grande diversité de contamination de molécules
qu'on a observé en 2020. En effet, par rapport à 2019, là, on a un petit peu moins de molécules que 2020. Est-ce que c'est lié à une plus grande diversité des produits utilisés dans les parcelles alentours en 2020 par rapport à 2019? Philippe, je te pose la question, peut-être Oui. c'est plus toi qui avais suivi ça. Oui, donc il y a eu effectivement une enquête qui a été réalisée chez quelques agriculteurs autour du rucher et également l'étude repère qui avait lieu sur la même période, hein. Enfin en tous les cas en 2019, on a pu avoir accès aux résultats. Et en fait, il n'y a pas forcément d'évolution d'une année à l'autre. On avait 58 molécules différentes qui avaient été répertoriées pendant les 8 semaines de suivi sur un rayon d'1,5 km autour du rucher. Après, en 2020, c'était un petit peu moins, mais on n'avait plus non plus les résultats repères à ce moment-là. Donc, c'était une enquête un petit peu plus réduite, mais on avait 46 ou 47 molécules qui étaient déjà identifiées. Et là seulement, qui n'a pas forcément varié d'une année sur l'autre. Donc, c'est des pratiques assez stables. Après, il y a des petites différences de produits qui ont pu être utilisés, effectivement, mais voilà, il n'y a pas une grosse différence, il n'y a pas de changement entre 2020 et 2019. Ok, merci pour cette précision. On a une autre question concernant, je pense, les pendillards dont tu parlais à la fin, Philippe. Est-ce qu'on a une idée de l'investissement pour ce matériel? Non, moi non, mais c'est des entreprises de travaux agricoles qui sont équipées, parce que ça se fait déjà en fait sur des cultures de maïs, pour atteindre des adventices qui sont développés sous un couvert de maïs qui ferait parapluie en fait, avec des feuilles qui empêcheraient le produit pulvérisé d'atteindre la cible. Donc ça se fait déjà. C'est vrai que les agriculteurs sont assez peu équipés directement, parce qu'ils n'auraient pas forcément l'utilisation sur toute leur culture, donc ce ne serait pas intéressant. Donc il faut faire appel à une entreprise. Je n'ai pas les tarifs, effectivement. Là, ça s'est fait dans le cadre d'une expérimentation en Allemagne, spécifiquement pour lutter contre l'exposition pour les abeilles. Donc, dans le colza, chez nous, ce n'est pas encore très développé. Donc, je ne peux pas trop répondre à cette question clairement. Désolé. Une autre question, pareil, qui s'adresse peut-être plutôt à toi, Philippe. Est-ce que les agriculteurs sont aussi informés et conscients de tout ce qu'on retrouve dans la ruche? On espère. Donc, il y a un article qui paraît dans Terra, par exemple, cette semaine, qui reprend les résultats. Donc, c'est à destination effectivement des agriculteurs. Lors des opérations de communication, par exemple sur la station expérimentale de Kerguelen, il y a eu des visites également au printemps. Ces résultats ont aussi été présentés avec un public technicien et agriculteur aussi. Donc oui, c'est l'objectif. Et on espère qu'il y a quelques agriculteurs qui participent à ces webinaires également. Voilà. Un témoignage du Ronan Vigourou qui nous dit qu'ils ont développé un protocole à peu près similaire avec Agrapi à partir de 2015 dans différents départements, avec des résultats similaires aux nôtres et les mêmes constatations sur les cires avec des pollutions par le coumaphos et le tofluvalinate. Il nous demande si on a fait le lien entre le pollen trouvé dans les trappes, les résidus et les cultures. Du coup, oui, c'était un peu l'objet de la mise en relation là, avec le tableau que Philippe présentait. Notre idée, c'était vraiment de regarder ce qu'on retrouvait comme produit dans nos 3 matrices apicoles, là, pollen, butineuse et puis cire, et puis de mettre ça en parallèle avec des enquêtes de pratiques qui étaient faites autour du rucher par les agriculteurs. Et donc, globalement, on constate en effet que les produits qu'on a retrouvés dans nos matrices apicoles étaient utilisés sur les territoires par les agriculteurs au même moment, à part quelques petites exceptions. Tu veux compléter peut-être, ceux qui sont retrouvés dans les cires, oui, le coumaphos,
forcément, on ne le retrouve pas, nous, dans les pratiques agricoles. Voilà, mais à part ces exceptions-là, puis le nématicide, dont on ne devrait peut-être même pas parler, parce que c'est surprenant, mais il était sous forme de traces. Ce n'est pas des choses qui sont plus utilisées chez nous et qui ne ressortent pas du tout, évidemment, dans les enquêtes qui ont été réalisées. Et sinon, pour le pollen, la plupart des molécules voilà, qu'on a retrouvées correspondent à des pratiques sur le terrain. Donc, il n'y a pas de grosses surprises, effectivement. Une question de précision aussi sur les conditions météo optimales et notamment le vent et l'heure de traitement, si jamais l'agriculteur doit effectuer un traitement phyto. Bon, là, il y a une réglementation hein, sur ces aspects-là. Pour le vent, donc, au-dessus de 19 km/h, le pulvérisateur ne doit pas être dans la parcelle pour éviter les phénomènes de dérive. On n'a pas, dans les enquêtes, nous, été jusque-là, en fait, savoir quel jour, quelle heure le traitement a été fait. C'était fait dans le cadre de repères. Nous, on n'a pas exploité ces données-là. On voulait simplement voir voilà, la date de traitement et le lien avec les contaminations dans les différentes matrices qui suffit à expliquer. Après, effectivement, les traitements doivent être, là, sur la photo par exemple, un traitement en floraison colza, c'est à réaliser le soir en l'absence des abeilles. Alors, pour les insecticides, c'est interdit d'utiliser un insecticide pendant la floraison des abeilles, des pollens, enfin des colzas, pardon, sauf s'il a une mention spécifique, une mention abeille, avec dérogation à ce moment-là pour utiliser le produit en dehors de la présence des abeilles et donc le soir. Peut-être c'est aussi l'occasion de dire qu'il y a une réglementation qui va peut-être évoluer sur ce point-là avec une extension à tous les produits, pour une interdiction de traitement pendant la floraison en présence des abeilles, y compris donc pour les fongicides, ce qui permettrait d'éviter les contaminations directes sur les abeilles. Donc, c'est en cours de discussion actuellement. Ça ne devrait pas tarder à sortir. Ok, puis du coup, le temps pour notre webinaire est presque écoulé. On va prendre une dernière question. Du coup, d'un apiculteur qui se réjouit de voir que les agris sont encouragés par leur structure professionnelle, qu'ils font vraiment des efforts. Mais est-ce que ces efforts ne sont pas anéantis par les industriels du chimique qui sortent de nouvelles molécules et se révèlent très néfastes sur le terrain? Je ne sais pas si tu peux réagir à ça, Philippe. Pas forcément anéanti, en fait, la logique de la présentation, enfin, ce qu'on essaye de faire aussi, enfin, ce que les agriculteurs essayent de faire, c'est d'utiliser tous les leviers de lutte. Alors, la chimie fait partie des solutions qui sont intéressantes dans certains cas, parce qu'on n'a pas d'alternative efficace. Et donc, l'enjeu, c'est plus de effectivement remettre la chimie un petit peu en arrière par rapport à d'autres leviers. Ensuite, on voit qu'il y a aussi des problématiques qui émergent, par exemple, d'adventices qui sont résistantes à certains produits qu'on n'arrive plus à gérer, qui menacent certaines cultures. Donc, ça nécessite, là, pour le coup, de mettre des leviers agronomiques. Et puis, quand ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas toujours faisable selon la situation de l'agriculteur, s'il n'a pas beaucoup de surface, par exemple, qu'il a un élevage à nourrir, qu'il y a des contraintes économiques auxquelles il ne peut pas se soustraire, il va être obligé de maintenir son système comme ça. Et donc, la chimie, là, doit être utilisée et préserver en fait l'efficacité des solutions chimiques pour éviter l'apparition de nouvelles résistances. C'est pour ça que le fait d'avoir de nouvelles molécules qui arrivent, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais normalement, ces molécules-là ne devraient pas avoir un profil toxicologique ou écotox en fait néfastes. Alors, si effectivement des molécules sortent et sont très néfastes pour les abeilles, là, ce n'est pas forcément, je vous l'accorde, un bon point.
Ok, merci pour ta réaction, Philippe. Le temps imparti est donc presque écoulé. Un petit point, j'en profite pour répondre à une question au passage qui demandait combien d'agris et d'API au total avaient suivi ces webinaires. On était sur une centaine d'inscrits environ sur la totalité des webinaires, avec une moyenne de 34 participants par webinaire et un pic à 50 personnes. On espère que cette série de webinaires vous aura permis de vous accompagner dans votre réflexion et de vous donner des pistes d'action à mettre en place pour renforcer les relations entre agriculteurs et apiculteurs et que ça aura permis aussi de donner des idées pour diminuer l'exposition des abeilles aux produits phyto et aussi à améliorer leurs ressources alimentaires. Une dernière fois, merci du coup aux agris et aux apis qui ont participé au projet depuis le début et aux collègues qui nous ont aidés à organiser ces webinaires. Prenez 2 minutes, s'il vous plaît, pour répondre à l'enquête de satisfaction que je viens de vous mettre dans l'onglet questions-réponses et qui vous sera renvoyé par mail, comme d'habitude. Le lien vers les replays de l'ensemble des webinaires seront bientôt disponibles d'ici quelques jours ou 1 ou 2 semaines. On vous renverra ces liens-là. Et puis, pour aller plus loin, la Chambre propose aussi des formations apiculture à destination des agriculteurs. Et puis, Philippe et moi, on se tient disponibles, même après ces webinaires, bien sûr. Du coup, au nom de l'équipe d'organisation de la conférence, je vous remercie pour votre participation, puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.